Bonjour. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour tout le monde. Bon, il y a du monde. Merci beaucoup d'être là. Avant qu'on commence, je voulais savoir, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un peu une réponse. Qui connaît Domingo? Est-ce que tout le monde connaît Domingo, quoi? Bah, donc on va pas s'attarder des heures à présenter Domingo, à présenter ce que c'est Twitch, à présenter ce que c'est un streamer. Je vais peut-être le faire très vite, comme ça on est débarrassé. Ouais, vas-y, parfait. Si dans la salle il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Twitch, bon, c'est une plateforme de diffusion de vidéos en direct. Et ceux qui produisent ces vidéos sont donc les streamers, derrière, souvent chez eux, derrière une caméra, et puis qui diffusent leur contenu. C'était beaucoup des parties de jeux vidéo, tu as commencé comme ça? Exactement, ouais. C'est un truc de passion. Enfin, c'est vrai que vu l'audience moyenne, je pense que tout le monde capte un peu ce que c'est que streamer, etc. Donc, mais tu as très bien résumé, ouais, c'est ça. Et donc, bon, l'idée de ce rendez-vous, c'est que les professionnels des médias et puis tous ceux qui s'y intéressent, qu'on parle de tendances fortes et puis que aussi on présente les sources d'inspiration. Et je pense que tout ce qui se passe sur Twitch aujourd'hui, est-ce que d'ailleurs toi tu le vois comme ça? Vous avez l'impression de secouer un peu le monde médiatique et que des gens s'inspirent un peu de vous en se disant il se passe quand même quelque chose, ça a du succès surtout auprès des jeunes? Ouais, c'est le gros débat. Mais vous êtes tous étudiants genre en journalisme, etc. Ou non? C'est un peu de journalisme. Ceux qui ont des crayons et qui notent, c'est du journalisme. Non, c'est vrai qu'il y a quand même un... moi, je suis content, ça va faire 10 ans que je fais ça maintenant, donc il y a une énorme évolution par rapport au tout début, où c'était juste, on partage notre passion de jeux vidéo, partager justement le côté un peu didactique pour essayer d'apprendre aux gens, etc., qui reste encore l'ADN quand même de Twitch. Mais c'est vrai que ça a évolué encore samedi, là, avec le match de foot, etc., le Eleven All-Star. Tu sens que ça intéresse de plus en plus de gens, on arrive à proposer du contenu aussi qui va toucher de plus en plus de gens, et c'est un peu aussi ce qu'on avait envie de faire, d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir se faire plaisir et apporter du contenu à vous, à notre génération, qui va vraiment nous parler, là où parfois dans d'autres médias on se retrouve pas spécialement, quoi. D'ailleurs, génération, toi tu dirais que la génération Twitch, j'allais dire, mais c'est quoi, 15-35 ans? Ouais, en vrai, il y a tout. Twitch est peut-être un peu plus âgé que YouTube. Il n'y a pas vraiment énormément de genre 10-13. Ouais. Même si par-ci par-là en fonction du jeu, quoi. Mais oui, ça va être 15-35. T'as quand même une grosse génération. Moi, je sais que j'ai énormément de gens qui m'ont suivi depuis 2013-2014. Depuis les débuts. Ouais, c'est ça, avec qui j'ai grandi. Il y a d'autres gens qui sont venus entre-temps, qui sont montés dans le train. Mais ouais, c'est pas qu'un truc non plus d'hyper jeune où on a tous 22 ans max. Je sais qu'il y a des quarantenaires qui me suivent, qui ont des gosses, etc. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est le mélange un peu des communautés et du type d'âge. J'avais deux questions d'ailleurs là-dessus. Est-ce que tu vois une différence entre ceux qui te connaissent depuis le début et ceux qui rejoignent dans leurs attentes, dans ce qu'ils attendent de Popcorn par exemple, de ton émission, des programmes? Est-ce que tu vois vraiment une différence un peu générationnelle déjà dans ton public? Je t'avoue que là j'ai fait une vidéo avec Michou, avec Inox, ouais, je vois la différence en fonction des gens qui me reconnaissent. Non mais c'est clair que... T'es passé pour un vieux? je suis encore à la limite. 28 ans, on commence à... 28 ans, ça va. Wow, il y a beaucoup de gens plus jeunes. Putain. Merci frérot. Mais non, c'est vrai que en fait tu peux justement réussir à intéresser par exemple Popcorn. Moi ce que j'aime bien avec Popcorn, ceux qui connaissent pas, c'est une émission tous les mardis que je fais, qui est un talk show où vraiment on va recevoir un peu tout type de personnes, de streamers. La semaine dernière c'était Clara Luciani l'invité. Autour de 100 000 personnes en direct et puis les replays autour de 3, 4, 5, 100 000, ça dépend un peu des émissions. Ouais, c'est ça. Au total, on a beaucoup, on va dire, on a le live le mardi soir, ouais, c'est 50, 60, 70 000 viewers à l'instant T. Et désormais par semaine sur tous les réseaux, ça va être 4, 5, 6 millions de vues par émission à peu près. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de pouvoir avoir des émissions hyper différentes, pouvoir parler à différents types de personnes sans que ça soit non plus une volonté à tout prix. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu as un renouveau. Et je pense qu'une des grosses différences, tu vois, par exemple avec certains médias ou autres, c'est que nous, on n'a pas peur de segmenter. C'est-à-dire que je peux avoir une émission avec Mister MV et aller parler de speedrun, qui va peut-être pas du tout intéresser certains. Speedrun, terminer des jeux très rapidement, les rusher, voilà. Exactement. Et à côté, avoir des émissions. Ce soir, par exemple, on fait débrief. Il y a ce soir, j'ai Amine, j'ai Pied Carré, donc le coach du match. On a Yannou qui a été incroyable dans le match samedi et Kamel pour une émission débrief de France-Espagne pour qu'on revienne un peu sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc c'est clair que là, ce soir, par exemple, ceux qui aiment pas trop le foot vont pas se dire ouais, c'est l'émission de l'année. Donc mais c'est pas grave parce qu'ils reviendront la prochaine fois. Et puis avec près d'1 million 200 000 personnes qui ont regardé le match en pic, même plus, hein, certainement. Je sais pas si on a. Il y a une bonne base. Voilà, il y a une bonne base. Et l'autre question qui me venait sur ton audience, est-ce que, alors on sait que les médias sont fous
d'études quantitatives et qualitatives sur qui nous regarde, qui nous écoute et beaucoup adaptent justement ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est le cas sur Twitch? Est-ce que vous essayez à savoir et vous avez des outils pour savoir, au-delà des sondages, dans le chat de Twitch, qui vous regarde et ce qu'ils attendent? Twitch, c'est un peu naze, parce que Twitch, t'as pas trop d'outils démographiques, donc ça va vraiment être Twitch, sur... c'est un peu naze. Non, mais en vrai... Là-dessus, en termes de... Ouais, connaître son audience, quoi. Et... Ah, tu sais pas qui. Alors, t'as des extensions qui te permettent de savoir, par exemple, de quel pays proviennent les gens qui te regardent, etc. Alors, nous, en France, bon, bah, c'est, on va dire, la francophonie un peu globale, mais pour les Américains, c'est intéressant parce que tu vois un peu le monde les entier que tu peux aussi. regarder. Ouais, c'est ça, tu vois, avec l'Amérique latine, etc. Mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement d'infos là-dessus, donc c'est vraiment un peu fait maison où tu vas faire ton sondage pour aller savoir. Et vous êtes dans quelle tranche d'âge, vous venez d'où, etc. Donc, mais sinon, ouais, on sait pas spécialement. Mais après, tu peux le ressentir. C'est vrai que tu as besoin de savoir et en fonction de l'heure de stream. Moi, en gros, soit je stream le soir, soit je vais stream maintenant. Je stream de midi à 14h de temps en temps. C'est à la pause déj parce que même moi, dans mes journées, du coup, je fais 2 petites heures de stream, c'est sympa. Et ensuite, je continue. Mais c'est clair qu'un stream l'après-midi, par exemple, j'ai peut-être 98% de majeurs parce que bah, les autres, ils sont en cours. Et du coup, bah, forcément, tu n'as pas les collégiens, lycéens, etc. Quoi. Bon, toi, en 9 ans de carrière de streamer, forcément, j'imagine ton quotidien a complètement changé, l'organisation de ton travail, tu as ta boîte de prod maintenant sur laquelle tu bosses sur Popcorn. Maintenant, tu vois vraiment, j'imagine, une vraie différence entre les petits streams que tu lances comme ça, à l'arrache, j'allais dire, comme à l'ancienne, enfin, même s'il y en a encore beaucoup qui font que ça et ça cartonne, et voilà, l'espèce de grosse organisation, maintenant, le média que tu es devenu, c'est 2 plaisirs complètement différents, tu essayes d'allier les deux? Ouais, de fou. Bah, c'est-à-dire que, par exemple, là, cet été, j'organisais le Popcorn Festival. Donc, on se parle de plus en plus de productions qui avoisinent les 1 million d'euros à chaque fois. Donc, c'est clair que tu n'as pas le même nombre de personnes qui travaillent dessus. Tu n'as pas la même attente, même investissement personnel, etc. dessus. Donc, mais c'est ça qui est cool aussi. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. C'est vraiment d'avoir cet ADN de... la base, c'est juste de lancer un stream, d'aller parler aux gens, d'aller partager. Je suis désolé, mais j'ai fini à 3h du matin. FC Silmi, c'est un cauchemar le lundi soir. Donc, mais ça fait partie de ce truc-là, tu vois, typiquement de pouvoir enchaîner des trucs hyper détente, à la cool, avec des trucs un peu plus professionnels, mais professionnels dans les moyens qu'on y met pour proposer une belle qualité audiovisuelle, plus que dans le sérieux que nous, on a. Enfin, on est sérieux quand même, mais on se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas, quoi. Et tu fais pas de différence dans ces moments-là, dans le lien que tu as justement avec ta commu, avec l'audience? Est-ce que quand tu fais tes petits streams comme ça, tu as l'impression de revenir à ce qui est de plus précieux, quoi, le lien direct avec ta commu, ou alors tu l'as aussi tout à fait quand tu fais des énormes raouts? Est-ce que quand tu étais sur le terrain du stade je t'avoue Jean-Bouin que la Marseillaise, quand tu chantes devant 20 000 personnes dans le stade et 1 million sur le stream, j'ai pas le même lien que quand je suis juste, je me suis réveillé il y a 2 heures, je viens de lancer un stream, tu vois. Mais non, mais en fait c'est ça. Ça te semble précieux, tu vois, ces petits streams que tu lances comme ça? C'est un fou. peu l'impression qu'on a quand on regarde, quoi, en tant que viewer, quand on voit des streamers qui peuvent faire des énormes événements et qui se retrouvent d'un coup, comme à l'ancienne, justement dans leur chambre ou dans leur salon à streamer loin de tous les plateaux. On a l'impression que ils prennent leurs pieds, quoi. Ouais, en gros, en fait, le streaming, c'est un truc hyper particulier parce que contrairement à du TikTok, à même de la vidéo YouTube ou autre, c'est pas tu postes ton contenu et ensuite tu verras les commentaires par la suite. Quand je te disais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 10 ans, je stream genre 25 heures par semaine. Donc quelqu'un qui m'a regardé rien que 2 ans, on va dire 10 heures par semaine, c'est genre on a un lien où on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc ça crée quand même un affect, ça crée un lien hyper particulier entre justement la commu et le streamer. Et c'est vrai que moi à un moment, parce que j'étais passé en 2016-2017, j'étais passé par Bein, par Énergie, les médias un peu plus traditionnels. Et c'est vrai que je m'étais un peu éloigné de ce lien, juste de lancer le stream, de retrouver les gens, de pouvoir discuter un peu de tout et de rien, etc. Et je m'étais un peu perdu juste à faire le côté média traditionnel et à côté des prods de ouf et plus de lien avec les gens. Donc là, je suis content parce que j'ai un bon équilibre de pouvoir faire des énormes projets à côté des streams un peu détente. Si j'ai envie de faire un jeu, je le fais. Si ça plaît à des gens, c'est cool. Sinon, c'est pas grave. J'ai cette chance-là aussi de ne pas me dire putain, il faut à tout prix qu'il y ait un certain nombre de gens. J'ai la chance maintenant d'être pas mal connu, donc que les gens me suivent un peu dans tout ce que je fais, quoi. Donc, pour résumer un peu les énormes événements, d'ailleurs ceux qui ont entraîné des records, il y a eu le GP Explorer, donc sur la chaîne de Squeezie, ce Grand Prix de Formule 3 avec des 4-4. Formule 4, pardon, avec que des streamers youtubeurs aussi. Ce match de foot France-Espagne organisé par Amine, le Popcorn Festival. On voit qu'il y a ces événements physiques
voilà, qui n'ont plus rien de virtuel, pas du tout. Et c'est parfois la tendance que, quand on parle de Twitch et quand il se passe ce genre d'événements, bah, y a des grands médias qui hallucinent un peu en disant « Oh, dis donc, c'est le passage du virtuel au réel ». Toi, comment tu le vis ça? C'est une des grandes tendances de Twitch ces dernières années. Comment on en est arrivé là? Et est-ce que pour toi, c'était une suite logique et qui va d'ailleurs se poursuivre? Peut-être qu'il y a des évolutions à venir qu'on n'imagine pas. Ouais, bah logique, je sais pas exactement, parce qu'on est quand même sur un truc à la base où on se rend pas compte. C'est-à-dire que là, je sais pas combien il y a de personnes, il y a peut-être 100 personnes, 150 personnes, 100 personnes, je sais pas. Mais à la base, tu vois, tu as 10 000 viewers quand tu es dans ta chambre, dans ton studio, tu te dis pas, vous êtes 10 000. Ouais. Tu te mets déjà seul sur scène devant 1000 personnes, tu es en mode bonjour, je suis pas humoriste, donc je sais pas, c'est pareil à la radio. À la radio, moi je fais de la radio, il y a 2 millions de personnes qui écoutent l'émission le samedi. Bon, moi je suis tout seul dans mon studio, je les vois pas, quoi. C'est ça, tu vois, tu te rends pas compte, c'est pas palpable. Donc Quand tu te retrouves au milieu du stade Jean-Bouin, là tu sens là. C'est ça, et le but en fait, je pense, c'est de proposer de plus en plus des bonnes expériences aux gens sur le live. Ça reste la base de ce qu'on fait, mais de pouvoir proposer à tous les gens qui ont envie de venir, d'aller plus loin, une bête d'expérience sur place. C'est ce qui a été fait. Tu vois, nous Popcorn Festival, c'était le truc qu'on a ramené du coup dans la ville de Montcuq, 4500 personnes. Tu vois, le truc a été sold out en 6 minutes, 7 minutes, je crois. Et moi, c'était une de mes craintes de ramener les gens à, la France n'est pas que Paris, hein, mais à 650 km, la gare la plus proche était à 40 minutes, et c'est déjà une galère d'aller à Cahors dans cette gare-là. Donc ouais, tu te rends compte en fait que les gens, ils ont envie d'aller un peu plus loin, de vivre des trucs, de voir les influenceurs, de voir les streamers. Et vous aussi, vous aussi, vous avez envie de faire ça. C'est ça, mais sans que ça soit non plus. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Vidéo City Paris, où c'était vraiment juste avec ton petit box et tu disais bonjour, on vient faire une photo. Ouais. Là, les gens, en fait, ils ont un truc à regarder, ils ont quelque chose à voir, une expérience à vivre, où ils en ressortent et c'est pas juste trop bien, j'ai fait 8 photos avec mes influenceurs, j'ai vu un putain d'événement et à côté j'ai peut-être croisé des petits radstars, tu vois, et c'est devenu petit Squeezie par là, un petit et c'est devenu vraiment naturel, c'est-à-dire qu'à une époque on parlait d'IRL. Ouais. En fait, on le dit plus trop. Moi, je me rappelle, sur World of Warcraft, quand je rencontrais les gars de ma guilde, on disait, on va se faire une IRL, voilà, on va se voir IRL. Maintenant, on a presque, c'est vrai que cette frontière, qui pour certains est un truc assez... Parce que c'est vrai que dans les médias, on n'a pas de connexion souvent directe avec le public, mais cette frontière, elle a sauté. Ça change complètement, votre métier, quand vous devez organiser des gros événements, il y a cette dimension événementielle. Toi, comment tu bosses justement là-dessus? Est-ce que tu as ta boîte de prod? T'es quel genre de patron, j'allais dire, en termes d'orientation? Est-ce que tu gères tout? Ou est-ce que tu délègues énormément? Parce que c'est un métier tellement différent. Ouais. Non, c'est juste que maintenant, il y a énormément de briques. En fait, Popcorn Festival, par exemple, au total, tu as un peu moins de 300 personnes. Ouais, global. Qui travaillent sur la partie événementielle, sur la partie captation vidéo, sur la partie préparation, organisation avec les artistes musicaux, etc. Donc, tu as plein d'entités où forcément tu es obligé d'être accompagné à différents niveaux. Moi je bosse beaucoup avec Webedia forcément, et après derrière ça va être sous-traitance en fonction de qui est le meilleur dans son domaine. Donc tu as ce besoin-là, on en parlait, la GP Explorer, par exemple aussi le match de foot, le Eleven All-Star. Ouais. Ça a été le réalisateur des 24 heures du Mans qui a réalisé le GP Explorer parce qu'il y a une connaissance. Ensuite, c'est comment derrière en production tu peux aller ajouter toute la connaissance de notre communauté, de ce qui va plaire. C'est un truc tout con, par exemple, là à Jean-Bouin, d'habitude les caméras en fait elles sont pas autorisées sur le terrain dans les matchs de foot. Et là, du coup, tu avais une Steadicam, etc. Tu as des plans de fou et c'est tout nouveau d'un point de vue audiovisuel et ça semble... moi, je suis pas trop de la team où on est en mode putain, on révolutionne Internet, enfin pas Internet, mais on révolutionne tout. On fait ce que la télé aura toujours rêvé de faire. Non, mais etc. vous vous permettez parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes, quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas le faire en fait? C'est exactement ça. Et on propose un truc qui est nouveau. Et ça plaît, donc c'est cool. Moi, j'ai un peu ce positionnement là, tu vois, où c'est pas forcément de l'opposition, en mode on va tuer la télé, etc. Ouais. Juste, à part quelques émissions, si ça nous plaît plus ce qui se passe à la télé, il n'y a pas de souci, on va créer les différents contenus que nous on pourrait regarder et qui nous donnent envie et qui ont l'air de plaire aux gens. Donc c'est à la fois trouver les bons acteurs, ceux qui ont la connaissance technique, le talent, etc. Et en même temps ceux qui comprennent la commu, quoi. Ouais, c'est ça, les codes, ce qui va bien se passer. Alors tu as des trucs où c'est vraiment très réalisation pure et dure, c'est-à-dire d'aller... Enfin, mais c'est classique, hein, en F4, aller mettre des GoPro, etc. pour avoir plus d'immersion. Là, un peu pareil de comment, par exemple, un Paganelli, tu le rends un peu plus Twitch, quoi. Comment tu vas casser un peu... ce truc qui pourrait être un peu trop télé, un peu trop canal. Mais ouais, non, c'est ça, c'est mettre nos codes, mettre un peu ce que nous on aime et les acteurs aussi en fonction. Tu vois, par exemple, ce match de foot, Amine, il a vraiment eu à cœur de ne pas se retrouver qu'avec des mecs qui faisaient déjà du foot, même sur YouTube ou autre, parce que ça n'aurait pas été marrant. C'est incroyable de voir Billy tenter la 8e frappe et être en mode... elle était pas mal, bien dévissée.
Ah, c'est du grand Billy. Hein, mais tu vois, ça rajoute quelque chose à la frontière de divertissement, de dépassement de soi, où tu as quand même une histoire tout autour, sans faire le mec marketing, etc. Mais tu as tout un storytelling GP Explorer. Ce qui fait que ça marche aussi, c'est qu'on commence en mars les entraînements. Tu as plein de vidéos qui sont postées sur YouTube. Les gens, ils connaissent pas trop à la base. Ils s'attachent un peu, ils comprennent les difficultés de chacun. Ils ont un peu des pronostics à eux de OK, c'est qui les meilleurs, c'est qui les moins bons, qu'est-ce qui peut se passer. Donc c'est aussi une histoire à laquelle les gens s'attachent. Et derrière, quand il y a le climax, c'est le bouquet final lors du live. Quoi. Et le fait de ce que tu disais, que les gens vous suivent depuis des années, donc parfois depuis 10 ans, et donc ils vous voient grandir pour arriver à ce truc qui paraît dingo. Toi, tu le disais, tu as bossé dans des grands médias, enfin sur la chaîne Bein pour Bein eSport, émission de compétition de jeux vidéo, décryptage et tout, et puis sur Énergie, avec ton émission de radio, pendant 2 ans, je crois. Exactement. Déjà, comment ça s'est passé? C'est-à-dire c'est ces médias-là qui ont voulu créer des programmes, qui sont venus te voir? En fait, ça semble... Nous, comme ça reste un média qui est encore hyper récent, tout semble hyper nostalgique. Là, on se parle d'il y a 6 ans, donc c'est 2016-2017, et c'est vrai que ça semble tellement lointain. En gros, Bein, à l'époque, c'était... Donc l'e-sport commence de plus en plus à percer, etc. De plus en plus de gens sont intéressés. Les médias commencent à se dire, ah, en fait, c'est peut-être pas mal. On va regarder, et du coup, c'était les premières émissions à la télé qui allaient parler d'e-sport. Donc c'était vraiment un tout le sport, version e-sport, 26 minutes on t'explique un peu ce qui a pu se passer, un peu d'actualité, jeux vidéo aussi. Un peu de reportage aussi. Exactement. Ça faisait du bien, parce que c'est ce qui manquait dans l'e-sport. Il n'y avait jamais de reportage. Un peu plus de qualité, etc. Et qui maintenant est assez commun. Et ça, du coup, ça a été une expérience qui était cool, mais j'étais vraiment présentateur où ça m'a vraiment appris ce côté. Tu es sur un plateau hyper professionnel, tu vas avoir 12 caméras, top, tu te lances, ok, il faut y aller, il faut être bon, tu lis une fiche que c'est pas toi qui l'as écrite, donc tu es vraiment en présentateur. À cette époque-là, tu n'avais pas encore fait de grandes émissions de talk sur des plateaux que tu avais monté toi-même? Non, j'étais joueur de League of Legends. J'étais joueur de Xerath à plein temps. Les seules caméras que tu avais vues, c'était celles de ta webcam, quoi. Exactement. Donc non, c'était hyper formateur, mais c'est vrai que tu fais un peu le tour, et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai la chance sur Internet de pouvoir créer mon métier, et en fait juste mettre en forme, mettre en image ma passion, mes différents centres d'intérêt. Donc un peu la flemme de m'enfermer là-dedans. Et par rapport à Énergie, en fait, c'est directeur d'antenne de l'époque, Morgan Serrano, je crois, qui est revenu d'ailleurs chez Énergie, qui en fait est un gamer de fou, qui jouait à World of Warcraft à l'époque, donc il suit Twitch, il connaît un peu tout ça, etc. Il connaissait les streamers, et il s'est dit, mais en fait, streamers, les mecs, ils vont streamer pendant 6, 7, ils tiennent l'audience comme jamais. Ils tiennent l'audience, ils sont capables de parler dans un micro, de parler à des gens. En fait, c'est très lié à ce qui se fait justement en métier d'animateur radio. Et du coup, on a fait une maquette, on a essayé, on a été pris, ça a bien plu. J'étais avec Dwagby, Hayley, Zank et t'avais ton équipe et ceux avec qui t'avais déjà un peu l'habitude de bosser. Et exactement, tu savais que ça se passait et honnêtement, c'était une expérience cool. Je faisais le dimanche soir, 20h minuit sur Énergie dans la France. Et c'était une expérience cool, juste que sur 4 heures d'émissions où tu étais censé justement être un peu dans de la discussion, etc. Tu te retrouvais avec 2h, 2h15, 2h30 sur les grands dimanches de talk pour 1h30, 2h de musique et pub. Et en fait, c'est ça qui est hyper dur. On me demande beaucoup la différence entre la télé, Internet, même Popcorn, quoi, qui a un plateau qui est bien produit. La réalité, c'est la liberté de ton, c'est le temps en fait. C'est-à-dire qu'un Popcorn, ça peut durer 2 heures comme 2h45. Je sais à peu près qu'un sujet, j'ai envie que ça fasse 15 minutes. S'il est bien et qu'on est à 25 minutes, je m'en fous. C'est un bon moment, les gens vont passer un bon moment aussi. Donc il n'y a rien qui nous oblige à se dire ok, il faut arrêter là, il faut stopper. Et c'est vrai que en fait, l'expérience a fait au fur et à mesure. Je me suis dit bon, je sais pas si j'ai pris l'expérience que j'avais à en tirer des grands médias, et j'ai essayé d'amener quand même les quelques trucs positifs qu'il y a, parce qu'il y en a quand même, faut le dire aussi, des médias traditionnels, et essayer de les ramener sur Twitch pour faire un peu un mélange des deux. Et à côté, il y a quand même aussi j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est énorme. Il y a autre chose sur lequel, qui est en lien direct dans ce pont entre, si tu retrouves, tu nous le dis. Ça peut revenir. Ce pont entre ce qu'on fait nous, par exemple la France Info, les médias traditionnels, et les émissions qu'on peut faire sur Twitch. Moi, à chaque fois que ça m'est arrivé que j'invitais des gens dans une émission Twitch, un format Twitch, pour une émission, des gens qui sont habitués à être dans les médias traditionnels, ils arrivent. Il y a une bouffée d'air frais pour eux. C'est trop bien. Ils ont le temps de dire, de développer leur pensée sans se faire interrompre, et surtout l'interaction avec le chat, qui est impossible dans les médias traditionnels. Les gens derrière leur télé ne parlent pas aux gens dans la télé, et pareil pour la radio. L'interaction avec le chat, en fait, ça devient difficile au moment où tu commences à faire des très gros scores. C'est vrai que ça diminue un peu. C'est vrai que dans les gros trucs, ça défile tellement vite. Souvent, moi, je suis un peu frustré quand je regarde les gros programmes. Le chat disparaît un peu parfois. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a les deux trucs. Il y a, on va dire, l'authenticité des... Ça y est, c'est fini? Non, on a 10 minutes pour les questions. Mais vas-y. C'est une super transition, parce que justement,
comme dans les nouveaux médias. Je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle, mon cher. C'est vrai qu'on va profiter du fait que vous soyez là. Le truc que je voulais dire juste avant de finir, tu vois, c'est que j'en ai eu marre aussi en fait, de devoir en permanence expliquer ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a été considéré comme une niche, l'e-sport et le streaming. Et en fait, au bout d'un moment, tu es en mode, j'en ai marre de chaque truc devoir le décrypter. J'ai juste envie de parler aux gens qui me comprennent et qui sont comme moi, qui ont les mêmes centres d'intérêt, quoi. Et ça a été aussi un gros changement. Allez, on enchaîne 8 minutes de questions là. Tout va vite. 9 minutes, je crois. On peut même 10 minutes. Levez la main, bordel. C'est ici. Bonjour PA, tu as fait de la télé, tu as fait de la radio et maintenant tu es sur Twitch. Et comment tu qualifierais les différences entre les différentes émissions justement que tu as pu produire et qu'est-ce que tu as préféré faire? Alors c'est vrai que moi j'ai fait Twitch dès le début, parce que donc ce qui a quand même beaucoup changé. Mais non, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que moi j'ai connu l'expérience, on va dire purement, j'avais pas de prompteur, mes fiches, animateur télé, présentateur pur et dur, où tu as ton runner et tu vas lire tout ce qui est sur le runner, donc pas d'impro, rien du tout. Donc l'expérience était professionnelle, mais pas hyper intéressante. Tu sentais que tu pouvais pas improviser? Parce que par exemple, moi je me le permets, par exemple, dans mon métier. Si, mais en fait quand tu as un 26 minutes en télé, tu vois, tellement contraint. Avec des reportages, des trucs qui vont prendre du temps. Avec t'as le chef qui dit qu'est-ce que t'es en train de faire, PA là? C'est un peu ça en fait. Si tu fais une vanne, t'es en mode je poserai moins de questions après, quoi. Donc donc il y a eu ça, et la radio, un peu comme je disais, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant. C'est juste que la radio, on en parlait juste avant, c'est médiamétrie, donc tu sais pas exactement qui t'écoute, et ça je trouve que c'est aussi hyper intéressant sur Twitch. C'est-à-dire que sur Popcorn, je sais quand les gens se font chier, je sais quand c'est long. C'est-à-dire qu'on a 70 000 viewers. D'un coup, ça passe à 65 000. Je suis en mode, bon, les gens ont dû s'emmerder. Mais parfois, c'est pas grave. Je suis en mode, c'est pas grave, ça reste intéressant. Ça plaît pas à certains, mais là où la radio, en fait, on te dit, il y a 500 000 auditeurs qui t'écoutent. De temps en temps, tu le sais des semaines plus tard. Voilà, c'est pas le même lien. Donc j'ai vraiment, ça m'a beaucoup servi en vrai de faire quand même télé et radio, parce que je pense que ça m'a permis de grandir et me développer même dans ce que je propose et dans ce que je fais. Mais je suis tellement content d'être que sur Twitch maintenant. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Maintenant, je suis libre, quoi. Autre question? Oui. Bonjour. Ici. Salut. Je voulais savoir à quel moment vous êtes dit c'est bon, je suis streamer. Est-ce que c'est lorsque le compte en banque a un peu grimpé ou... Tu connais. Non, parce que des fois, il y en a, ils ont du mal à assumer qu'ils sont streamers. Mais par rapport à certains facteurs, je voulais savoir si c'était par rapport à l'économie ou autre chose. Non, mais en vrai, bête de question. Moi, j'ai commencé à stream. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, parce qu'en 2013, où en gros, j'étais encore en école de commerce. Donc, je faisais le 2 en 1, et c'est ce que je conseille beaucoup aux gens. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment le streaming ou qui ont envie, même youtubeur ou autre. C'est avant tout un hobby. C'est un hobby qui s'est professionnalisé. Et nous, au tout début, en fait, c'était pas encore un métier. Donc, il y avait peut-être 6 mecs qui en vivaient dans le monde, où tu es en mode, je sais pas si je vais pouvoir moi en vivre. Donc, au début, tu commences à dégager des revenus, etc. Et moi, j'ai eu la chance en 2014 de rejoindre une web TV qui s'appelle Eclipsia, où du coup j'ai pu avoir un contrat, j'ai pu arrêter mon école de commerce pour vraiment avoir un truc, on va dire, à plein temps, qui m'a permis de me projeter un peu plus et me dire ok, vas-y, là maintenant ça va commencer à être mon métier, même si la frontière entre métier, plaisir, etc. a toujours été, je vais pas à la mine tous les matins, quoi. C'est quand même la grosse chance que j'ai. Bonjour PA. Hop, excuse-moi. Juste droit devant. Je voulais savoir comment tu envisages la suite sur Twitch et même par rapport à tes projets. Est-ce qu'il y a des projets en cours qu'on ne sait pas, ou alors même sur la plateforme Twitch, qu'est-ce que tu envisages faire, toi? En vrai, il y a beaucoup de choses. Moi, je me suis beaucoup... En France, on a la chance d'avoir une scène qui est pas dans de la... On va vraiment se tirer les uns et les autres vers le haut. Et ensemble en plus. Ça, c'est assez impressionnant. Tu vois, par exemple, là, lié au projet de foot, moi, en 2018, je commençais à faire pareil des fives, à organiser des différents stream foot. J'avais un peu arrêté parce que j'ai proposé d'autres choses entre-temps. Amine était arrivé, il a commencé à faire du foot et on s'entend assez bien. Donc, on discutait, ça doit dater de février, un peu de nos projets. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait tous les deux proposer un match de foot, tu vois, un 11v11. Et en fait, je me suis dit, ok, on va pas se retrouver à faire, moi j'ai mon match le 12 octobre, toi c'est le 8 novembre, et une concurrence de, non, c'est moi l'équipe de France, un truc un peu naze. Et je me suis dit... Oui, mais là tu le dis comme une évidence, mais ça aurait vraiment pu être différent. Et souvent, ça se passe différemment. Mais parce que toi, les médias, ils vont pas se dire, attends, on va peut-être faire cette émission ensemble. C'est très, 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 très rare. Ouais, mais parce qu'il y a ce truc vraiment, comme je te dis, où en fait on se tire vers le haut. Et je me suis dit, ok, vas-y, je vais t'aider sur pas mal d'aspects, avec Webedia, d'un point de vue commercialisation, comment on peut renforcer un peu
peu l'événement, comment on peut le rendre plus meilleur, quoi, tout simplement. Même le contact avec les Espagnols et tout, où j'ai pas mal aidé Amine sur cette partie. Et moi, ça me dérangeait pas spécialement que ça soit pas moi qui organise mon événement, parce qu'à côté, je fais aussi des trucs et en fait, je vais y participer. Donc, de plus en plus, tu vois quand même ce genre de choses et je pense que c'est difficile d'imaginer la suite. Moi, j'avoue que on a pas mal de trucs dans le pipe, mais dans pas mal de trucs qui arrivent. Je suis désolé, il y aura pas d'exclus de fou Ce que aujourd'hui. tu peux dire, c'est qu'il y aura certainement le prochain Popcorn Festival l'été prochain. C'est ça. Mais par exemple, Popcorn Festival, tu vois, je me suis grave dit, ok, comment je peux changer parce que le premier, j'ai adoré, c'était incroyable sur place. Je trouve que c'était bien à regarder sur le live, mais c'était pas non plus la dinguerie de l'année. Et c'est comment en fait tu peux réussir à proposer la même expérience aux gens sur place, que ça soit inoubliable pour eux, et les gens qui n'ont pas pu venir, leur proposer aussi un bête de trucs. Et tu vois par exemple le modèle du GP Explorer sur un live toute la journée, ça te donne des idées de ah ok tu pourrais peut-être faire ce genre de choses. C'est là où je dis vraiment qu'on va se nourrir les uns des autres et créer des nouveaux formats qui au final vont plaire. Et souvent, tu vois, tu retrouves. Moi, j'ai eu la chance de faire The Event en septembre. En octobre, j'étais au GP Explorer. Et là, en novembre, moi, je me fous dans tous les projets. Là. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est la grosse problématique et le gros enjeu pour tous les producteurs que vous êtes dans ces émissions, enfin dans ces gros événements réels, bien réels avec du public. C'est comment les rendre hyper agréables à voir et immersifs pour ceux qui sont derrière leur écran. Je sais que la question se pose pour tous les tournois d'e-sport, de jeux vidéo. Blast qui va organiser le Major là, à Paris l'année prochaine, ils se disent bah, c'est terrible, moi je produis un show génial, il y a 15 000 personnes dans la salle, comment les autres je les implique? Et ça, tu penses qu'on est qu'au début justement de tous les process qui vont permettre de proposer quelque chose de fou pour ceux qui regardent et qui y sont pas? Pour un festival, c'est vrai que c'est un enjeu énorme. Ouais, de fou, et sans faire le mec, c'est aussi un peu une expertise que tu développes après au fur et à mesure, de connaître les gens, de savoir ce qu'ils attendent, d'avoir déjà fait des tests par-ci par-là pour savoir ce qui peut marcher, ce qui est un peu moins bien peut-être, et c'est cette expérience que tu accumules qui te permet ensuite de proposer un truc qui est au final ce que vont vouloir les gens. Ouais. Quoi. 3 minutes, Jules, 3 minutes, c'est pas terminé. Ah oui. Bonjour Domingo. Joli levé. Merci. Du coup, comment tu as eu l'idée de faire du stream? Comment ça t'est venu? Moi, j'étais fan d'un gars qui a un peu mal tourné, qui s'appelle Oslot, mais qui, en gros, je le regardais, ouais, c'est pas fou. Je le regardais jouer dans ma chambre et je me disais, putain, lui, il a une vie de rêve, quoi. Et je me suis dit, en fait, je peux le faire. Et j'avais un petit PC un peu flingos où j'ai commencé. Je faisais 4-5 viewers. Petit Jarvan Jungle pour ceux qui jouaient à LoL à l'époque. Moi, je me rappelle, Oslot, il streamait, il y avait sa mère qui s'incrustait parfois. Et à un moment, je me rappelle, juste après que sa mère s'incruste, il raconte la Mercedes qu'il venait d'acheter. C'était hallucinant, quoi. Et donc, c'est ce genre de gars qui t'ont fait. C'est l'histoire de la Mercedes qui m'a fait me lancer. Non, mais est-ce que c'est ce genre de gars qui te font comprendre que ça peut devenir un peu plus que. Ou alors à ce moment-là, tu disais juste j'y vais parce que c'est fun? En fait, c'était les 4-5. Que lui, il marchait vraiment. Lui, il était vraiment connu mondialement et c'était les 4-5 vraiment connus qui en vivaient. En France, tu vois, tu avais peut-être un ou deux mecs. Cheikh Zera s'est lancé un peu plus tôt et c'était aussi un peu l'entre-deux. Mais ouais, non, moi, ça a été cette envie au début, tu vois, pas de me dire vas-y, je vais être streamer, je vais proposer des trucs de fou, juste de partager une de mes passions qui est le jeu vidéo et à l'époque League of Legends. Salut PA, je voulais savoir, j'ai une question, comme on a vu avec le GP Explorer... Plus proche du micro, comme ça tout le monde entend ta question. Star, qui dépasse le million de viewers, est-ce que dans le futur, une plateforme comme Twitch pourrait concurrencer notamment avec les chiffres comme à la télévision ou même la radio? Et deuxième question, est-ce qu'il y aura une saison FM cette saison? Voilà, c'est comme ça. La question, elle est arrivée à 58, la question sur la télé. Oui, il y aura une deuxième saison d'FM. C'est la dernière. La question sur la télé... en fait, je sais pas exactement quoi. Oh là là, ça sent la fin. Ça met la pression, hein, ça met la pression. Non, pas. La pression, Domingo, c'est de la bière. Non, par rapport à la télé, je pense que est-ce que ça va concurrencer? Ça concurrence un peu déjà. La réalité, c'est qu'on a quand même l'intermédiaire de Amazon qui détient Twitch, où on ne sait pas exactement ce que va être la suite. Il y a quand même un peu une réalité de monopole où tu sais pas ce qui va se passer. Si les mecs prennent que des décisions de merde, la réalité, c'est que dans 2 ans, Twitch, ça peut être fini. Et t'es en mode où est-ce qu'on va? Il y aura forcément des choses qui arriveront, mais oui, en tout cas, les audiences deviennent de plus en plus réelles, sérieuses. Et en fait, nous, là où on est content, c'est pas de se dire ok, trop bien, on peut enfin concurrencer la télé. Ça, en vrai, on s'en fout un peu. Le truc, c'est de se dire, ok, en fait, on intéresse des marques, parce que c'est en fait la réalité du live, c'est que ça coûte une blinde. Tout ce que vous avez envie de faire coûte une blinde. Tous les projets que vous voyez, etc. Le GP Explorer, c'est plusieurs millions d'euros. Le foot d'Amine, c'est plus d'1 million d'euros. Tous les trucs avoisinent le million d'euros maintenant. Donc, tu as besoin que des marques découvrent ce secteur, investissent un peu plus pour te permettre d'avoir des projets qui sont plus grands. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, jusque-là, le plan se déroule à merveille. Et une nouvelle saison FM? Bien sûr, forcément.
Bon, bah, merci. 10h59, 48 secondes. Bah, il reste 10 secondes pour conclure. Oh, une petite punchline, un petit. Oui, bah, je vais vous dire un truc. Ah. Je crains maintenant que la salle ne se vide des plus jeunes d'entre vous. Mais non. Et je le regrette. Et je le regrette parce qu'on devrait obliger les vieux à regarder Twitch et obliger les jeunes à lire la presse écrite. Néanmoins, tonnerre d'applaudissements pour Domingo et Merci. et Jules de Kiss. Merci. Et c'est vrai que qu'est-ce qui se passe, mon cher Non, Jules rien, je te remercie, Olivier. Ah, ben, Merci beaucoup. c'est nous qui te remercions. Merci beaucoup, Ravi. Comme ça.